Je fais que des frappes chirurgicales. Je suis partie de zéro, mais presque même de -10. Et réaliser qu'en fait, non, si t'attends, tu vas attendre toute ta vie. Pendant 8 mois, j'ai fait une vidéo par jour. Je tournais des vidéos la veille de mon accouchement de mon deuxième enfant, mais c'était dans la joie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money. Aujourd'hui, on va pouvoir parler un peu plus en détail d'entrepreneuriat au féminin, d'organisation et de comment on fait pour tout concilier, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Charline Caron. Charline, comment tu vas ? Salut, ça va super bien, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, plaisir partagé. Moi, je suis très content qu'on puisse faire cette interview ensemble. Moi, j'ai commencé à te suivre il y a des années quand tu débutais. Tu as eu une superbe ascension et tu as fait un boulot qui est franchement impressionnant. On en parlera après. Parce que quand je vois des personnes qui arrivent à décoller, notamment sur YouTube, tu vois, où moi, je sais, pour essayer des fois de faire ce travail, à quel point c'est challengeant, à quel point ça demande de la motivation, du focus, etc. Et on pourra reparler de tout ça après. Mais pour commencer, tu vas pas passer à travers. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi et plus en détail de ce que tu fais ? Yes. Alors, je suis, attention, coach en charisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aide les personnes que j'accompagne à développer leur charisme, leur leadership. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Avoir plus confiance en soi, se sentir solide, savoir communiquer, savoir prendre la parole en public, savoir gérer le relationnel. Tous les paramètres qui rentrent dans une image charismatique, mais aussi un sentiment où voilà, on se sent légitime, on se sent à sa place et on a les crocs. Ça nous permet d'avancer et de tout péter. Génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as commencé, quelle était ton évolution et comment t'en es arrivé jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui ? Alors j'ai commencé quand j'avais 25 ans, voilà, j'avais des gros problèmes de santé et je me suis rendue à l'évidence que j'avais qu'une seule possibilité pour m'en sortir dans la vie, c'était de devenir entrepreneuse. Sauf que depuis mes 15 ans, donc pendant 10 ans, j'étais totalement mise à l'écart de la société. J'ai fait mes années de lycée par correspondance. Donc, moi et le relationnel, c'était vraiment une catastrophe. Mais j'avais ce truc en moi qui me disait que mes problèmes de santé ne me permettent pas d'être salariée, d'avoir un parcours classique. Donc, si je peux pas avoir une vie ordinaire, eh bien, j'avais plus qu'à me créer une vie extraordinaire. Mais je te dis pas, autour de moi, les gens me disaient, mais attends, t'es fatiguée, t'es malade, tu connais rien, tu connais personne. Enfin, c'est pas possible, c'est impossible. Et pourtant, avec l'énergie du désespoir, je me suis dit, je vais monter une société et j'ai créé ma première entreprise de robe de mariée parce qu'à l'époque, mon frère se mariait, donc j'étais là-dedans, je kiffais. Et donc, je suis allée frapper à toutes les portes, toutes les associations pour aider les jeunes entrepreneurs. Enfin, vraiment, je suis partie de zéro, mais presque même de -10, quoi. Et j'ai réussi à monter cette première boîte qui m'a permis de me prouver que j'étais capable de faire des ventes, d'avoir un chiffre d'affaires. Mais je me suis complètement bloquée sous des tonnes de responsabilités, de stress. Et à mon premier enfant, quand j'ai eu ma première fille, j'ai tout envoyé péter, j'ai tout envoyé bouler, j'ai dit je peux plus. Donc ça a été vraiment une première étape. Et finalement, j'avais l'impression de repartir à zéro quand j'ai tout arrêté. Mais je savais au fond de moi que voilà, l'entrepreneuriat, c'était un truc qui me faisait vibrer. J'aimais le côté liberté, tu sais, le côté créativité où tu pars de rien, c'est toi qui trouve des idées, qui met les choses en place. Et puis petit à petit, je suis allée faire un boulot d'hôtesse d'accueil pour payer mes factures, hein, parce qu'il n'y avait pas de chômage après mon entreprise. Et là, en voyant des tonnes de personnes passer devant mon accueil, des personnes qui n'avaient pas confiance en elles ou qui étaient pas très convaincantes ou qui étaient pas, comment dire, tu sais, tous ces codes, le dress code, la communication non verbale, toutes ces choses que j'avais dû apprendre pour moi, pour arriver à vivre de ma première entreprise, j'ai réalisé que ça pouvait servir à d'autres. Et donc, 2016, 2017, ça a commencé à faire son chemin. Et je me suis dit, et si finalement ma première entreprise, ça avait été mon apprentissage pour ma réelle vocation, qui serait de coacher les gens pour qu'ils aient eux aussi confiance en eux et qu'ils puissent avancer. J'aime bien cette idée, c'est quelque chose que j'ai vu souvent autour de moi, tu vois, c'est ta première boîte n'est jamais ta vraie boîte quelque part. C'est l'apprentissage de ce dont tu as besoin pour lancer le vrai projet. Moi, c'est un truc que j'ai vécu aussi, ça. Tu l'as ressenti comme ça quand tu as lancé ton entreprise dans l'accompagnement si j'étais parti de zéro à ce moment-là, ça aurait été très dur, mais puisque j'ai toutes les compétences d'avant, en fait, c'est pas que c'est plus simple, mais je connais un peu plus la marche à suivre. Oui, exact. Et la difficulté, c'est souvent une histoire d'ego. Moi, quand j'étais dans les robes de mariée,
pour moi, c'était ma vie entière. Ma première entreprise, c'était hors de question que je puisse imaginer que ça s'arrête un jour. Je mettais tellement tout dedans que on pouvait pas me dire que j'allais arrêter ça. Et pourtant, ça s'est arrêté. Et après, je me suis dit, c'est fou. Jamais je me serais imaginé que c'était juste une étape. Mais finalement, ce n'était qu'une étape. Et c'est vrai que quand j'ai décidé d'accompagner les gens, je me suis dit, ben, c'est logique. J'aurais jamais pu démarrer et dire aux gens, je vais vous apprendre à bien vous présenter, à être convaincant, à décoder vos interlocuteurs, à gérer dans les entretiens le relationnel, etc. Si je l'avais pas appris sur le terrain, j'aurais pas pu l'expliquer aux autres. Donc finalement, tout devient cohérent et logique. Ok, hyper intéressant. Comment ça s'est passé, le fait d'avoir tes premiers clients dans l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts? Mes débuts, en fait, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que j'ai de concret? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens là quand je démarre? T'as pas de témoignage, t'as rien, tu pars de zéro. Sur quoi je peux les accompagner? Et au début, je me suis dit, je vais les accompagner sur le look, le relooking, puisque j'avais fait pour mes robes de mariée toute une formation de conseil en images. Donc tu vois, j'étais partie à Paris faire une formation entière de conseil en images juste pour mes robes de mariée. Donc tu vois déjà la fille un peu toquée. Et je me suis dit finalement ça va me servir et je vais partir là-dessus. Et j'ai commencé à avoir mes premières clientes. Je faisais en présentiel à l'époque, en parallèle de mon 35 heures, plus ma fille qui avait 1 an à l'époque. Et je me suis dit, il faut bien commencer quelque part. Je commence, j'y vais. Et je tâtonnais un peu, mais de toute façon, il faut avancer. C'est comme ça que j'ai eu mes premières clientes, pour l'instant, au départ, juste sur le look. Et après, je me suis rendu compte que ça suffisait pas pour les aider à développer leur aisance. Donc, j'ai fait une formation en synergologie, signification de la gestuelle. Donc là, je les aidais ensuite sur le langage non verbal, posture gestuelle. Et puis, moi, j'ai un côté dans le business où je me dis, tiens, voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir? Et là, à cette époque, c'était, il faut que je me fasse connaître. Donc, je vais commencer à prendre la parole dans les clubs d'affaires. Tu sais, tous les soirées réseautage, etc. Et j'ai commencé à proposer de faire des petites présentations sur la première impression. J'ai voilà, si vous cherchez quelqu'un pour animer une soirée, alors que j'avais jamais pris la parole en public de ma vie. Et à force de lancer des bouteilles à la mer, les gens ils te rappellent. Et puis un jour, on m'a dit, Charline, écoute, on a un intervenant qui nous a laissé tomber pour la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir et faire une petite présentation d'une demi-heure? Alors moi, bien sûr, j'ai dit oui, sauf que j'avais jamais fait de présentation de ma vie. Puis je me suis dit à un moment donné, faut savoir ce que tu veux. Et donc j'ai commencé comme ça à faire des prises de parole. Ça m'a apporté une visibilité et donc après des clientes. Et puis au fur et à mesure, on m'a demandé de coacher en prise de parole. Donc moi au début je disais non, c'est pas mon métier. Mais j'ai des clientes qui m'ont dit mais attends, tu parles en public, tu fais des conférences, c'est bon, tu sais faire, apprends-nous. Et donc à chaque fois, si tu veux, dans cette aventure, ça a été mes clients qui me demandaient d'aller vers dans un nouveau chemin. Au début, je faisais de la résistance et puis je sentais bien que je devais y aller. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée sur une offre très globale, autant sur le style vestimentaire, le langage corporel, prise de parole et finalement mindset aussi. Ok, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est pas toi qui as décidé d'une direction, c'est tes clients qui avaient un besoin et qui t'ont fait une demande parce que eux, ils ont reconnu des compétences chez toi que toi-même tu ne voyais pas. Et exactement. Et ça, c'est très difficile parce que je me disais à chaque fois, mais non, je suis pas formée à ça ou je suis pas légitime. Tu sais, cette fameuse question d'imposture. Et vraiment, je sentais, mais si, mais bien sûr, tu l'as fait pour toi. On voit bien que t'en parles dans les vidéos. Et donc, c'est de s'autoriser, aller en dehors de la zone de confort et surtout aussi, je pense, aller en dehors de la validation des fameux diplômes ou des trucs où on te dit oui, toi, on t'autorise. Non, là, c'est plus subtil que ça. C'est que tu as une expertise, un savoir à travers ton parcours, tes expériences que tu peux partager. Et la seule chose qui te retienne, c'est de t'autoriser à le faire. C'est hyper intéressant cette question d'autorisation parce que je l'ai plus vu chez des femmes que chez des hommes, chez nos clients, tu vois. Ouais. Je sais pas à quel point c'est la société qui a conditionné ça, et je suppose que c'est très fortement. C'est-à-dire que à chaque fois que je vois des hommes, ils y vont au culot. Mm-hmm. Alors que les femmes, elles ont besoin de se donner l'autorisation, qu'elles sont assez légitimes et assez compétentes pour le faire. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as observé aussi chez tes clients, ça? Ouais, énormément. Il y a souvent le côté, surtout dans le business,
je reconnais deux profils si on prend le cliché. T'as le profil Godzilla, énergie masculine. Voilà, c'est une femme qui va se mettre, qui va se placer comme les hommes et qui va mettre beaucoup de yang, d'énergie masculine. Elle va tout péter. Mais la plupart du temps, c'est le côté un petit peu petite fille, quoi. On a besoin de l'autorisation, besoin qu'on nous dise oui, allez, tu peux y aller, je t'autorise. Et c'est terrible, hein, parce que pour se libérer de ça, c'est tout un chemin. C'est déjà prendre conscience que oui, peut-être que je m'autorise pas, peut-être que j'attends inconsciemment qu'on me dise que je peux y aller, et réaliser qu'en fait non, si t'attends, tu vas attendre toute ta vie. Parce que maintenant t'es adulte et si tu veux créer quelque chose, en tout cas si t'es entrepreneuse, il y a que toi qui peux passer à l'action et t'autoriser à le faire. Donc c'est aussi prendre cette part de responsabilité en disant bah je prends une décision, ça vient que de moi, je prends des risques, j'investis du temps, de l'énergie, de l'argent, et si je me casse la figure, ce sera juste ma responsabilité, mais parce que je suis adulte et que j'ai pas besoin d'une autorisation ou je sors du mode petite fille qui attend qu'on lui dise oui, tu peux le faire, quoi. Ok, hyper intéressant. On en parlait un peu en off. Et entreprendre au féminin dans la société actuelle avec la famille, les enfants, etc., c'est pas évident. Est-ce que tu penses que ce besoin de s'autoriser à entreprendre pour les femmes, il est aussi lié à ça? C'est quelque part s'autoriser à peut-être être un peu moins d'heures en train de faire des tâches ménagères, peut-être un peu moins d'heures avec son conjoint ou sa conjointe, peut-être un peu moins d'heures avec sa famille, que l'autorisation, quelque part, elle vient de là, l'autorisation de vivre une vie au-delà du conditionnement qu'on donne aujourd'hui à la femme? Est-ce que Ouais, tu penses que ça vient de ça? je pense qu'aussi il y a beaucoup de culpabilité, de se dire bah si je me lance dans le business, ça va demander beaucoup de temps, d'énergie, d'attention, et c'est autant de choses que je ne vais pas donner à ma famille, et la peur que ce soit reproché par le conjoint ou les enfants plus tard, que ce soit pas compris aussi par l'entourage, d'être considérée comme une personne égoïste ou de pas être une mère qui fait correctement son rôle ou qui est pas assez présente. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on va rétro-pédaler parce qu'on se dit finalement non, je suis mieux dans mon cocon. Et puis le business, c'est aussi beaucoup de la sortie de zone de confort. Donc cette excuse du foyer, elle est toute trouvée finalement pour ne plus y aller et de dire bah non, en fait je peux pas tout gérer. Et c'est vrai parce que c'est vraiment difficile de tout gérer, mais ça demande une vraie une vraie honnêteté envers soi-même pour comprendre ses propres besoins. J'ai besoin de m'épanouir, j'ai envie de faire du business, j'ai envie d'être entrepreneuse, mais c'est pas pour autant que je veux délaisser ma famille ou ou ne pas avoir de famille. Donc c'est là où c'est difficile, c'est que finalement on est seul face à ses choix et on est la seule chef d'orchestre pour trouver le bon équilibre. Et ça c'est pas simple parce que ça demande une bonne gestion de l'énergie, une bonne gestion du planning, une bonne gestion des émotions, une bonne gestion du relationnel, savoir dire non, savoir comment il faut décrocher, savoir comment il faut vraiment aller bosser parce que c'est important. Donc c'est vraiment un équilibre qui a besoin de se développer et ça demande quand même du courage. Non, je comprends tout à fait. Et pour le courage, je peux que le reconnaître parce que je le vois beaucoup chez nos clients. Et en même temps que tu disais ça, tu vois, j'ai un truc qui s'est connecté, tu vois. C'est que quand je propose une interview à une entrepreneur, Ouais. quand c'est un homme, même s'il a des enfants, hein, quand c'est un homme, il me propose une date dans les 5 jours. Ok. Quand c'est une femme, j'ai systématiquement des propositions entre 4 et 6 semaines. Ah ouais. C'est sûr. Et y a pas de raison à ça parce qu'en fait moi foncièrement je peux être dispo dans 3 jours ou dans un mois et demi, tu vois, donc c'est moi mon planning il change pas. Mais quasi systématiquement les femmes me proposent des dates entre 2 et 6 semaines après, alors que les hommes me proposent des dates dans les 7 jours. Ouais, non, mais je pense que vraiment il y a ce côté autorisation et inconsciemment le côté où la femme elle gère le foyer, les enfants, et de manière secondaire, elle peut se libérer pour un truc important, mais il va falloir organiser. Alors que chez les hommes, on voit c'est le côté ok, et de toute façon, ça va se gérer. donc, c'est c'est vrai que là aussi c'est un frein parce que parfois en tant que femme, même moi la première, je m'autorise pas à faire des choses ou organiser des choses parce que je me dis bon, il faut quand même qu'on s'organise, qu'on voit que ce soit sûr, les enfants, machin, truc. Et des fois on se prend trop la tête. Mais c'est aussi ce conditionnement, ce côté je suis responsable, donc il faut que ça soit carré parce que c'est le côté vraiment où tu dis bah c'est moi qui gère, alors qu'un homme il dit bah c'est bon, ça va le faire.
Et ça se fait finalement. Et je pense qu'aussi, on a à apprendre aussi de ça en se disant, bah ok, tu peux t'autoriser parce que ça va le faire. Ça va rouler derrière. Mais faut arriver à y aller, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas évident. Et justement, en parlant de ça, t'as lancé ta première entreprise alors que t'avais un enfant. Aujourd'hui, t'en as 2. Ton activité se développe. Comment tu gères? Parce que ça, c'est une question. Il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui vont se dire, ouais, mais enfin, moi, je suis entrepreneur avec des enfants et bah, je m'en sors pas. Ou alors, je m'en sors, mais c'est pas évident, tu vois. Et je vois beaucoup de personnes qui sont sous l'eau et tout. Et moi, homme de 35 ans, avec à l'heure actuelle pas d'enfants, c'est sûrement pas moi qui vais leur dire comment gérer leur vie et leur quotidien. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que tu peux nous raconter un peu de toi, comment tu l'as vécu, comment tu t'es organisé, comment tu as fait pour que des personnes qui sont dans ta situation puissent s'y retrouver et peut-être trouver des réponses? Alors, en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus apaisé qu'avant parce que j'ai une entreprise qui roule et voilà, les choses sont structurées, c'est carré. Donc, actuellement, si tu veux, quand les enfants sont à l'école et chez la nounou, je sais que j'ai tant d'heures dans la journée pour me consacrer à mon business ou à mon bien-être, faire une sieste, etc. En revanche, quand les enfants reviennent, tu me verras pas toucher mon téléphone entre 17h30 et 20h30 parce que je m'occupe des enfants, du repas, enfin voilà, comme toutes les mamans. Et, et j'ai appris à couper parce que sinon t'es pas vraiment avec tes enfants et t'es pas vraiment bon dans le business non plus. Tu vas répondre à des messages, tu vas répondre de travers parce que t'es en train de surveiller les enfants ou ils te parlent. T'es pas avec tes enfants, ils sont là, oui mais maman, putain, ah, non mais attends, parce que tu fais autre chose. Donc maintenant je découpe vraiment dans le planning pour être à 100% avec le business ou avec les enfants. Mais c'est vrai que au départ, quand j'ai été au test d'accueil, etc., je faisais 35 heures. Et pour développer le business, pour développer YouTube, je venais 1 heure plus tôt au boulot pour suivre des formations en web marketing. Pendant ma pause déj, j'avais 1 heure, donc je me réservais 20 minutes pour manger et souffler. Puis après, je faisais 40 minutes encore de formation web marketing et puis un petit peu de relaxation parce que je savais qu'il fallait que je recharge les batteries. Et le soir, je rentrais à la maison. Une fois que, à l'époque, j'avais qu'un seul enfant, j'avais que ma fille. Une fois qu'elle dormait, je rebossais 2 ou 3 heures parce que j'avais des coachings avec des clientes le week-end, donc j'avais des trucs à préparer et c'était fou. À cette époque, je me dis mais c'était fou, mais en même temps, c'était pour moi une façon d'avoir mon SMIC qui me faisait manger et en même temps de pouvoir développer l'entreprise qui allait me permettre d'atteindre ma liberté. Et donc à ce moment-là, je savais que c'était tendu. J'étais vraiment sur le fil. Et c'est pour ça que je faisais beaucoup de méditation, de relaxation entre midi et 2 ou le soir pour recharger les batteries. Mais c'était chaud. Maintenant, j'ai conscience qu'on ne peut pas vivre comme ça trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, l'élastique il va péter. Et donc c'est pour ça que je me suis disciplinée à séparer séquence business, séquence famille. Et aussi un autre truc super important, c'est que je fais que des frappes chirurgicales. C'est-à-dire que je ne m'éparpille pas sur du perfectionnisme ou sur des idées qui pourraient être sympas. Je me dis tellement j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut aller à l'essentiel. Et donc ce sera peut-être une vidéo moins parfaite que j'aurais aimé, un post LinkedIn que j'aurais pas relu 56 000 fois et je l'aurais peut-être juste écrit et puis bam, je regarde les fautes d'orthographe et je le balance. Et j'ai appris à ne plus me poser 10 000 questions pour cette question d'efficacité parce que j'ai pas le temps, quoi. Ouais, lâcher le perfectionnisme pour aller vers l'efficacité et vraiment, en gros, chercher à chaque fois le big domino, quoi. C'est l'action qui demande une unité de temps et d'effort pour 10 de résultats, et tout le reste qui est moins performant que ça, on lâche, on l'oublie et on s'en occupe pas en fait. Exactement. Et au début, c'est très difficile parce que on a cette culture de il faut beaucoup travailler longtemps pour qu'il y ait du résultat. Et en fait, non, c'est vraiment le côté attends, dans tout ce que j'ai prévu de faire, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact vraiment sur mon business, sur l'avancement et arriver c'est vraiment une question de stress aussi, hein, de se dire ouais, mais est-ce que ça, si je le fais pas parfaitement quand même, ça craint ou les gens vont penser que et puis si jamais non, en fait à un moment donné si tu veux avancer en tout cas dans l'entrepreneuriat, moi je le vois comme ça, c'est faut débrancher le cerveau, il faut te faire confiance et y aller et après on ajuste. Donc il y a cette peur de l'échec aussi hein, qui peut freiner, c'est dire t'y vas, même si c'est pas parfait, ça va piquer ton ego parce que on va te remonter des trucs que ça c'était pas parfait ou ça machin. Mais tu vas t'améliorer la prochaine fois et tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu avais voulu faire un truc parfait qui sera en réalité jamais parfait.
Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Il y a une question que je me pose, du coup, connexe à Mmh. ça. T'as toujours cherché l'action la plus optimale. Pourtant, t'as développé une grosse chaîne YouTube. Mmh. C'est très impressionnant parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de focus et beaucoup de temps. Et pour essayer sans y arriver, je mesure mes paroles quand je dis ça. Je suis d'autant plus admiratif de ça. Mais YouTube, c'est une stratégie qui est quand même ultra long terme. Mmh. Ça t'a demandé beaucoup d'efforts avant d'avoir l'effet boule de neige que t'as aujourd'hui. Comment est-ce que t'as placé YouTube dans tout ça alors que t'avais besoin de te focus sur le plus efficace? En fait, je bloquais une demi-journée ou une journée de tournage par semaine. Ok. Et quand on a fait la stratégie une vidéo par jour pour craquer l'algorithme, je crois que ça a duré 8 mois, hein, une vidéo par jour pour arriver à 10 000 abonnés. J'étais à 4 000 abonnés et j'ai mon marketeur avec qui je bosse, il m'a dit, écoute, pour l'algorithme, le mieux, c'est qu'on en fasse une par jour, on bourrine, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment, tu vois, un effet. Et pendant 8 mois, j'ai fait une vidéo par jour jusqu'à ce qu'on fasse les 10 000 et que là, il y a un effet boule de neige. Et en fait, je me suis dit, comme toujours, depuis que je me suis lancée, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu veux réussir sur YouTube, tu veux lancer la machine, qu'est-ce qu'il faut faire? Une par jour. Ok, comment je fais pour m'organiser dans mon quotidien pour avoir une vidéo par jour? Il faut que j'en tourne 7 d'affilée, une fois par semaine. Et donc, c'était, je prépare la veille, ou dans la semaine d'avant, je trouve des sujets. Je prépare un papier par vidéo avec trois idées. Et puis, je me mets devant ma caméra, je me conditionne comme un athlète, quoi, de haut niveau. Tu vois, ok, c'est parti, on va en tourner 7. Je mets mon premier post-it. Ok, je tourne la première vidéo, deuxième, troisième, septième. Et puis après, je passais mes soirées à faire les montages, à les programmer sur YouTube. Et je faisais comme ça. J'avais un roulement, en fait, et mes vidéos sortaient tous les jours. Et c'était vraiment le côté, à chaque fois, mais quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux vraiment? À quel point t'as faim? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, bon, on y va. Est-ce que je suis prête à le faire? Et à chaque fois, ça a été parce que tu sais, tu connais dans le business, t'as plein de gens qui viennent avec des méthodes, des façons de faire. Ils disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et à chaque fois, moi, je me pose la question est-ce que je suis prête à faire ça? Est-ce que je suis d'accord avec moi-même? Ou est-ce que non, c'est en dehors de mes valeurs ou c'est en dehors de la façon dont je veux vivre? Et tourner des vidéos YouTube à la chaîne en mode bourrin, j'étais prête parce que ça me faisait marrer d'un côté, ça, je sais pas, il y avait un côté qui m'amusait en même temps. Et alors qu'il y a d'autres choses que j'ai refusé de faire, je dis non, c'est pas ma cam, ou c'est pas comme ça que j'ai envie de voir mon business. Mais à chaque fois, c'était est-ce que je suis prête à faire, est-ce que je suis d'accord avec moi-même? C'est intéressant ça. J'avais cette discussion avec Oussama Ammar dans l'interview que j'avais fait avec lui, où on se disait en fait le problème des gens, c'est que ils décident de ce qu'ils veulent atteindre, et ensuite ils découvrent presque ce qu'il faut pour l'atteindre. Tu vois. Alors qu'en fait j'ai l'impression, à mon niveau de là où j'en suis de ma réflexion sur tout ça, c'est qu'en fait la bonne stratégie serait plutôt de se dire ok, qu'est-ce que je suis prêt à faire, et avec ça qu'est-ce que je peux obtenir et en combien de temps. Et j'ai l'impression que ça permet d'être un entrepreneur beaucoup plus heureux en le faisant de cette façon-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, toi? Exactement, parce que tu es d'accord avec la difficulté que tu vas surmonter, tu acceptes les contraintes finalement. Ce ne sont plus des contraintes subies. Parce que la difficulté aussi, c'est que tu dis je veux pas être salarié parce que je veux plus des contraintes imposées. Tu deviens entrepreneur, parce que c'est pire, t'es ton propre bourreau, tu t'infliges des trucs horribles, mais presque t'as envie de retourner dans le salariat. Tu te dis mais pourquoi je m'inflige ça? Et donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je suis prête à faire? Et si j'accepte cette mission, je l'embrasse totalement et j'y vais à fond. Et pour YouTube, c'était bon, est-ce que je suis prête à faire une vidéo par jour? C'est vraiment un truc de fou, faut vraiment être taré pour faire ça. Ouais, je suis prête, je suis assez folle pour le faire. Ok, c'est parti. Et donc il y a un engouement, un enthousiasme de se dire j'ai décidé que j'allais faire ça. Ça paraît complètement fou. Mais ok, j'ai envie d'y aller. Et donc là, finalement, il m'est arrivé même de tourner. Je tournais des vidéos la veille de mon accouchement de mon deuxième enfant, mais j'étais dans la joie parce que si tu veux, j'étais là en mode si j'arrive à en tourner, c'est cool. Sinon, c'est pas grave. Mais tu vois. Et parfois, j'allaitais une fois qu'il est né, je l'allaitais, je le posais. Il était 23h, je tournais des vidéos dans le salon. Mais parce que c'était mon choix. Donc, tu vois, même mon conjoint me disait mais il est complètement taré, quoi. Je dis ouais, mais c'est trop cool parce que cette vidéo elle va sortir. Et puis après ça c'est du business et je kiffe faire ça. Mais c'est toujours est-ce que je suis d'accord avec cette contrainte? Et à côté de ça, parfois je vais stopper, je vais dire non aujourd'hui je bosse pas, je fais rien. Ah bon, mais pourtant on est lundi.
ouais, mais non, je bosse pas parce que je suis fatiguée, donc je reste dans mon lit et voilà, je coupe tout parce que je sens que j'en ai besoin. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette responsabilité de gérer son propre rythme, mais aussi d'assumer quand on décide de se lancer dans quelque chose. Ouais, j'ai expérimenté ça aussi. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est choisir ses contraintes, choisir ses problèmes, comprendre que il y a personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Se faire accompagner, oui, parce que t'as matché avec l'énergie d'une personne, mais faut pas prendre tous les conseils tout le temps et faut tester des choses et il faut le faire dans la joie, en fait, c'est ça, et choisir ses problèmes pour les appréhender avec joie. Je pense que c'est une des clés du succès, c'est un truc que t'as très bien compris, tu vois, parce que quand moi je regarde notamment le visiter YouTube, parce que bon, c'est le plus représentatif à l'extérieur de ton entreprise, tu vois, même s'il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Quand je regarde des personnes comme toi, comme Brenda Boucris, des personnes comme Alex Cormont, comme toutes ces personnes qui ont un peu craqué à YouTube, je sais comment vous le faites. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que ça demande. Et Alex, il me gueule dessus depuis 4 ans avec ça. Et je suis toujours à 4200 abonnés YouTube, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Parce que si j'arrive à sortir une vidéo par semaine, c'est génial. Et quand je commence à faire les vidéos qu'il faut au rythme qu'il faut, et encore, j'ai jamais dépassé 3 par semaine, moi. Ben, en fait, au bout de 3 semaines, je lâche parce que ça me saoule. Et j'ai pas envie de faire ça. Et je pense que je suis arrivé à un stade où je me dis, bon, je percerai jamais sur YouTube. Et tant pis, quoi. Enfin, c'est ce que ça demande, j'ai pas du tout envie de le faire, quoi. Ouais, mais ça fait la différence parce que quand tu as envie de le faire, bah c'est toujours le problème. Les jours où tu es motivé, tu y arrives, puis les jours où t'es pas motivé, bah là pour aller chercher au fond de toi l'énergie, allumer ta caméra, être là. Alors, tu vois. En plus la caméra, ça baisse le niveau d'énergie, donc faut en faire des caisses pour que ça passe bien. Donc non, ça c'est sûr. Et moi c'est vraiment un truc que j'ai compris. Quand on me conseille de faire des choses et que je sens que c'est pas ma came, je dis mais laisse tomber. Maintenant, c'est même plus négociable. C'est non, je sais que je vais pas tenir, je vais pas le faire. Ça va me générer du stress, ça va m'énerver, je vais être de mauvaise humeur. Et c'est pas comme ça que je vois le business. Et je pense qu'il y a des phases. On peut avoir des phases où comment dire, on se bagarre, c'est dur, on prend n'importe qui comme client parce qu'on démarre, parce qu'il faut prendre l'expérience, etc. Puis au bout d'un moment, tu te dis mais jusqu'à quand je vais me battre en fait? Jusqu'à quand je vais subir ma vie et donc au bout d'un moment c'est ce recul, se dire bah en fait je vais faire là où je vais mettre mes forces, ce dans quoi je suis bon et ça apporte beaucoup d'apaisement aussi. Je suis d'accord. Je crois que YouTube c'est le seul truc où j'ai jamais été très catégorique, où j'ai vraiment une relation d'amour-haine avec cette plateforme, je sais pas trop. Tu vois, un jour je l'adore, un jour je la déteste, j'ai envie de tout brûler. 100% de mon business, je fais que ce que j'ai envie. Ouais. Et je me suis toujours dit bon ben si c'est ce truc qu'il faut pour que ça marche mais que j'ai pas envie de le faire, tant pis, moi ça marchera pas comme ça. Et YouTube c'est le seul truc où ça me gonfle, mais j'en vois tellement l'intérêt que je me force plus, et c'est n'importe quoi. Et à côté de ça, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai mon équipe qui m'ont dit ouais Jérémy, ce serait bien que tu fasses une masterclass live de nouveau, ça marche bien en général pour nous, pour l'entreprise. Et j'ai répondu non, pas envie, ça me saoule, ça prend du temps, c'est fatigant, j'en ai marre de raconter le même truc, j'ai pas envie de faire ça, je préfère faire des posts Facebook, laissez-moi tranquille. Et je crois qu'il y a qu'avec YouTube que j'ai pas réussi à avoir ce lâcher prise de non, j'en ai marre de ce truc, tu vois. Ouais. Je sais pas où est-ce que j'en arriverai avec tout ça. Bah, c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est quand même une grosse machine et t'as besoin de réfléchir à ce que tu vas mettre dans ta vidéo et puis il faut être bien en forme au moment où tu tournes ta vidéo pour avoir le bon ton, la bonne énergie, arriver à structurer ta pensée, arriver à expliquer ce dont tu veux parler. C'est vraiment beaucoup de paramètres en jeu. Et puis au-delà de ça, t'as toute la post-prod, t'as à faire la vignette, la miniature, la description, planifier. Et puis après, une fois que ça sort, vérifier que ça s'est bien passé, qu'elle est bien publiée. T'as les commentaires des gens, voir ce qui, tu vois, est-ce qu'ils ont bien compris ce que tu voulais dire. Donc c'est vraiment tout un mécanisme. C'est lourd quand même comme truc. Mais je pense que moi j'ai beaucoup d'amour pour YouTube parce que tu vois, quand j'étais hôtesse d'accueil et que j'étais vraiment revenue à zéro, enfin avec toute l'expérience que j'avais, mais je savais pas ce que j'allais faire, je voyais tous ces trucs, tu sais, sur Facebook, sur le web marketing, mais j'y connaissais absolument rien. Je veux dire, j'étais même pas capable de faire une carte de visite à l'époque sur Canva. Tu vois, j'ai partais vraiment de zéro, quoi. Enfin d'ailleurs, je crois que ça n'existait pas encore Canva, mais tu vois, c'était Photoshop et du coup pour moi ça me paraissait tellement inaccessible. Et puis je voyais Sam Ovens, tu sais, qui disait ouais, tu fais de la pub sur Facebook, tu ouvres et tu fermes le robinet. Et je regardais les webinaires. C'était en anglais, je comprenais pas tout, mais je comprenais qu'il y avait un truc à faire. Je comprenais aussi que j'avais aucune connaissance.
Et pendant 1 an et demi, j'ai cherché une formation quelque part, quelqu'un qui puisse m'expliquer quoi faire pour vivre d'Internet et tout. Parce que je voyais bien que mes clientes localement à petite échelle, c'était bien. Hein. J'allais chez elles, je triais leur dressing, mais c'était très limité. Et je comprenais rien au web marketing, je comprenais rien au tunnel de vente et les réseaux sociaux. Moi, j'étais même pas dessus. Enfin, tu vois, vraiment, tu peux pas partir de plus bas. Et puis un jour, je vois une pub webinaire, c'était Alex Cormon, webinaire, je t'explique comment monter ta chaîne YouTube. Et là, je me dis, oh là là, en fait, ça serait bien quand même que j'ai une chaîne YouTube. C'est sûr qu'en termes de visibilité, au moins les gens, moi j'ai toujours eu ce problème où les gens pariaient pas trop sur moi au départ parce que je casse pas la baraque. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais l'air d'une petite fille très fragile, tu vois. Et je me disais, au moins en vidéo, ils vont voir qui je suis. Mais je partais de zéro. Et puis je regarde ce webinaire. Ça faisait 1 an et demi que je cherchais la formation, quelqu'un qui allait enfin réussir à m'expliquer. Et là, c'est la première fois de ma vie que je comprends. Je me dis, ok. Et je connaissais même pas Alex par rapport à sa chaîne YouTube. J'étais jamais sur YouTube. Moi, tu vois, je regardais la télé parce que j'étais souvent très fatiguée. Et je connaissais même pas Alex. Et puis je dis, je sais pas qui c'est ce gars, mais c'est le premier à réussir à m'expliquer le web marketing. Donc, je me suis dit, ok, là, il y a un début de solution et je me suis embarquée là-dedans. Et quand il m'a expliqué qu'il fallait bourriner sur YouTube, je me suis dit, ok, si c'est la seule voie que j'envisage pour l'instant, je vais tout mettre dedans. C'est comme ça que je me suis jetée, mais corps et âme dans YouTube. Parce que je me suis dit, c'est la seule façon que j'ai pour l'instant de mettre un pied dans le web marketing. Donc, je suis allée à fond, quoi. Puis Alex, c'est une des rares personnes en fait qui comprend très bien le marketing, bien sûr, sinon il ne serait pas arrivé où il est aujourd'hui. Mais il parle pas comme un marketeur, il parle comme un coach en fait. Et donc c'est plus facile de connecter. Je suis admiratif moi de toute façon de toute cette stratégie de développement YouTube parce que c'est pas celle que je transmets, c'est pas celle que j'utilise. Et vous êtes beaucoup trop patient pour moi. Et ça paye, hein. Ça paye. Tu vois, YouTube. Une fois que tu chopes l'effet boule de neige, et il faut 6, 8, 12, 18 mois, ça dépend des gens. Là, il peut se passer des vraies belles choses. Putain, vous êtes beaucoup trop patient pour moi. Moi, j'arrive pas. Moi, si au bout de 3 mois, il n'y a pas un truc qui bouge, moi, je deviens fou. C'est pour ça que j'ai jamais craqué YouTube, d'ailleurs, tu vois. Et à côté de ça, j'en vois l'intérêt et je vois tout. Ouais, je sais pas. Comme je te dis, amour-haine. C'est aussi une vision à long terme. C'est-à-dire que les fois où tu t'impatientes, parce que bien sûr, à un moment donné, il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires qui rentre. Donc, et puis tu commences à te dire, mais attends, mais à quoi bon? Je suis là, je fais des vidéos, ça marche pas. Au début, t'as 12 vues, quoi. Ouais, au début, quand moi, j'avais 50 vues, tu t'imagines 50 personnes, ce que ça fait si tu mets 50 personnes dans une pièce. C'est énorme. Ça veut dire, mon Dieu, il y a tous ces gens qui ont écouté ce que j'ai raconté. Oh, tu vois? Et maintenant, tu me dis, j'ai 100 000 abonnés, j'arrive même pas à me représenter ce que ça fait. Tu vois, je m'en rends pas compte. Mais au début, puis émotionnellement, tu dis, oh là là, il faut pas que je raconte de bêtises parce que les gens, ils vont m'écouter. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont en mettre comme commentaire? Enfin, c'est tout un truc au début, c'est vraiment difficile. Mais l'idée, c'est de se dire, on construit un empire. Et quand moi, je m'impatientais ou je me dis, mais attends, mais quand est-ce que ça va marcher? C'est toujours cette phrase, des personnes qui m'entourent, des mentors, des coachs. Attends, t'es en train de construire un business pour toute ta vie. Ça fait que 6 mois, là. Calme-toi. 6 mois à l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. Donc, c'est aussi de se dire, tu construis des piliers, les fondations de ton business qui vont être le business qui va te faire vivre, qui fera vivre aussi ta famille, tes enfants. Si tu as des grandes ambitions, il faut aussi accepter que ça prenne du temps de faire des fondations solides et pas juste un feu de paille, quoi. Donc, c'est le côté, j'accepte que ça prenne du temps parce que je veux faire du très lourd. Et avec mon niveau de connaissance, d'expérience, peut-être que moi, il me faut plus de temps que d'autres. C'est accepter ça aussi, chacun son rythme. Moi, il m'a fallu des années pour mûrir, pour prendre confiance en moi, pour acquérir toutes les connaissances de ce business. Donc, c'est accepter son propre rythme, avoir une vision aussi à long terme et de se dire, mon ambition, elle est grande, donc ça va prendre plus de temps. Mais aussi, stratégiquement, avoir quelque chose qui te permette de manger en attendant, quoi. Parce que la réalité du terrain, c'est qu'il faut manger, il faut payer les factures. Si t'as des enfants, t'as des responsabilités. Donc, c'est réussir à trouver cet équilibre entre patienter tous. Là, vous me mettez la pression. Alors, ton truc, ça marche pas. Attendez, je suis en train de faire. Tu vois? Cette phrase. Et alors, ton truc, ça marche. Ton truc, ça marche. Mais pendant des années, tu vois, t'es là, et moi le premier, hein. Tu sais pas quoi répondre en fait. Toi, tu sais que ça va prendre du temps, mais t'as l'impression que tu te décrédibilises si tu dis pas un truc. Et
aujourd'hui, j'ai cette grande satisfaction qui est purement drivée par mon ego, hein, c'est rien d'autre que ça, de quand j'ai ces petits malins, en général, c'est des gens que tu croises une fois dans l'année, ils disent, alors ton truc, ça marche, bah écoute, tous les mois, je fais 3 fois ton salaire annuel, ouais, ça marche pas trop mal, ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est tellement satisfaisant. Non, mais c'est sûr, c'est une histoire d'ego, mais parce que c'est dur au début, parce que tu as l'impression d'être tout seul. Et surtout quand tu bosses avec des business en ligne, c'est quand même un monde à part. Je veux dire, quand tu es dedans tous les jours et que tu parles qu'avec des gens qui sont là-dedans, ça te paraît totalement normal, tu vois. Les prix te paraissent normal, le fonctionnement te paraît normal, paiement en ligne, tunnel de vente, machin, appel stratégique, c'est le quotidien. Et quand tu parles à des personnes qui sont pas là-dedans, tu te dis mais mince, il y a un écart qui est énorme. Et quand tu essayes de dire mais c'est normal parce que si, parce que ça, ouais mais bon du coup tu te fais combien, enfin vraiment concrètement c'est quoi tes clients, tes machins, mais ça marche pas comme ça, enfin je sais pas comment t'expliquer. Donc ça peut être aussi difficile de pas avoir un entourage qui est là-dedans au départ et d'accepter qu'ils comprennent pas tout au début ou qu'ils soient pas très convaincus. Mais c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place et puis après ça devient vraiment concret et là les gens ils disent ah oui ok quand même, ah oui quand même, ah d'accord, bah ouais ça y est je comprends. Ouais, les gens ils commencent à comprendre avec ça quand ils voient certains chiffres, quand ils te voient afficher avec certaines personnes qui connaissent d'autres mondes, quand des choses comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que au début, ce qu'on fait est très obscur pour beaucoup de gens, et puis c'est ok comme ça en fait. Hein. Bah oui, parce que c'est vraiment c'est l'envers du décor de ce qu'on peut voir des réseaux sociaux, de YouTube. Voilà, je veux dire si t'as pas une raison qui fait que tu t'y intéresses pour voir comment c'est fait, bah tu sais pas et tu te poses pas la question. Donc c'est vrai que de dire que tu bosses là-dedans, quelqu'un qui est pas dans ce milieu-là, on comprend pas trop ce que tu fais en fait. Tu fais quoi en fait Alors comment te dire je tourne des vidéos, tu passes des coups de fil, je sais pas. Mais c'est voilà, comme tu dis, c'est ok, ça fait partie du processus. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est que quand tu démarres, il faut beaucoup produire avec peu de résultats. T'as beaucoup de remises en question. T'as peur de ce que les gens vont te mettre en commentaire. Tu te sens pas forcément légitime. T'as pas confiance en toi. Ton entourage comprend pas là où tu veux aller. Ils vont te dire mais non, ça va pas marcher. Mais si, il y a plein de gens qui arrivent sur Internet. Mais non, mais c'est très rare. Enfin, je veux dire, faut vraiment un coup de chance. Ou toi, pourquoi toi? Donc tout ça fait un cocktail qui va te retenir. Et donc, il faut beaucoup de force, d'énergie et une vraie raison, un vrai pourquoi pour arriver à continuer malgré tout, quoi. Mais parce que ce que comprennent pas les gens qui sont pas de notre monde, c'est que effectivement, dans le monde de l'accompagnement du business en ligne, des entreprises qui font 1, 2, 3 millions par an, c'est vrai que c'est relativement des anomalies, il y en a pas tant que ça. Par contre, des entreprises en ligne qui font entre 50 et 100 000 de chiffre d'affaires annuel, ça, il y en a plein, beaucoup plus qu'on ne le pense, et c'est beaucoup plus atteignable qu'on ne le pense. Sauf que ce qui est normal dans notre monde, c'est une aberration dans le monde extérieur pour beaucoup de gens. Oui. Et c'est ça, contre ça que tu te bats au quotidien, et c'est hyper difficile. Oui, parce que c'est vraiment une façon de voir le monde, une réalité qui paraît inaccessible. Et quand tu le décris, bah si, il suffit juste de travailler. Donc, mais bon, ça demande du travail comme on l'entend, mais aussi du travail sur soi. Arriver, voilà, à donner ton opinion sur les réseaux sociaux, à te mouiller, à parler de toi, à être prêt à encaisser les commentaires, à faire ce travail pour pas te sentir touché par les commentaires. Donc, c'est juste à travailler et après au fil du temps ça se met en place, mais ça paraît dingue. Tu dis bah non, c'est pas parce que tu décides de te lancer sur Internet que tu vas percer. Et ben pourtant si tu mets les bonnes stratégies en place et que tu persévères surtout, que tu n'abandonnes pas au bout de 6 mois, ça paye. Mais c'est sûr que ça demande une persévérance de taré et oui ça c'est. Du coup, il y en a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils ont l'impression que c'est trop long, trop dur, mais ça vaut le coup. Parce qu'une fois que tu bascules de l'autre côté, c'est magnifique. Complètement d'accord avec toi. Il ressemble à quoi aujourd'hui ton quotidien d'entrepreneur ? Mon quotidien, je me lève, je m'occupe de mes enfants, de ma famille. Voilà, d'abord, c'est le départ à l'école. Je reviens chez moi, c'est une petite séance de sport. je regarde si j'ai des trucs urgents à faire ou pas. Et après, en fonction des jours dans la semaine, c'est soit des tournages de vidéos, soit je prépare des posts pour les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment en fonction aussi de la stratégie qu'on a. Est-ce que j'ai des produits à préparer ou, enfin, c'est jamais la même journée. Et
j'aime beaucoup le côté où tu sais pas ce que tu feras la semaine prochaine. Alors évidemment, il faut savoir où on va, on a une vision, mais moi dès qu'il y a un truc trop carré, ça m'angoisse et j'ai une sorte de pression parce que comme j'ai beaucoup de problèmes de santé et encore aujourd'hui, voilà, je dois faire attention à gérer mon corps et tout. Je veux surtout pas me dire que je dois tenir tel rythme. J'ai vraiment besoin de cette liberté de l'entrepreneur. Donc mon quotidien, c'est en fonction de ce qu'il y a à faire par rapport aux semaines, aux mois à venir, mais il est très très libre en fait. Je tiens quand même à souligner un truc, c'est que donc t'es une femme avec tous les conditionnements que ça amène de la société et toutes les difficultés à minima en termes de mindset que ça amène en plus des hommes, parce que nous on nous câble depuis enfant pour qu'on le fasse. 2 enfants, problème de santé, et ton entreprise elle s'est développée jusqu'à là où t'en es aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est important de le souligner quand même. Hein. Mais vu comme ça, c'est vrai que moi j'ai la tête dans le guidon tous les jours et c'est toujours le problème où t'es impatient. Enfin moi je suis très impatiente, je suis très je dis il faut que ça marche, il faut qu'on ait des résultats, on avance, on fait ci, je suis à fond. Et c'est vrai que souvent j'oublie de regarder dans le rétroviseur, de dire attends, regarde d'où tu pars. Regarde d'où tu pars. Et c'est vrai que c'est énorme. Et et moi tu vois, il y a un truc où je me dis mais j'aimerais tellement que les gens qui sont perdus dans leur vie, qui se disent mais parce que moi c'était vraiment mon cas, je disais mais ma pauvre, mais t'es mal barrée quoi, c'est le néant, ta vie là, elle est partie pour être nulle, tu vas pas avoir d'argent, t'es seule, enfin tu es vraiment mais t'es foutu quoi. Et de se dire ben en fait si t'as envie, si t'es déterminé, tu peux toujours trouver un moyen d'avancer. Et ça paraît très bisounours, ça paraît impossible. Mais c'est vrai, si tu mets des actions en place et que tu persévères, bah, au bout d'un moment, c'est mathématique, ça commence par, ça paye, quoi. Donc c'est l'effet cumulé, en fait. Ouais. Aujourd'hui, tes clients, qu'est-ce qui est le plus dur pour eux? Qu'est-ce que tu les aides le plus à faire? Enfin, tes clientes, d'ailleurs, maintenant, parce que tu t'adresses maintenant exclusivement aux femmes. Ouais. Quels sont les plus gros blocages que tu les accompagnes à passer, justement, autour de ce sujet qui est beaucoup plus profond qu'on le pense, du charisme? En fait, au départ, mes clientes, elles viennent pour une problématique, on va dire, professionnelle. Voilà, j'ai du mal à prendre ma place au boulot, ou il y a une promotion, j'aimerais bien l'avoir, mais j'ai peur de pas être assez convaincante. Et donc il y a un aspect très technique, tu vois, prise de parole, comment communiquer. Et en fait, le problème, comme tu dis, il est beaucoup plus profond. La problématique que je retrouve très souvent, bah, c'est l'estime de soi. Tu vois, me sentir légitime, m'autoriser, me faire suffisamment confiance pour me dire que voilà, j'y vais. J'ai le droit de tenter moi aussi, j'y vais et je saurai gérer quoi qu'il arrive. C'est vraiment le côté j'ai pas suffisamment confiance ou je me pense pas assez j'ai pas assez de valeur pour me dire que je peux y aller. Et c'est toujours ce côté j'ai besoin d'une autorisation ou j'ai besoin de on me dit allez, c'est bon, toi tu peux y aller. C'est vraiment arriver à se dire bah attends, moi aussi je suis quelqu'un, moi aussi j'ai une place à faire, à prendre, ou en tout cas j'ai ma place aussi, moi aussi je mérite. Donc j'y vais. Et qu'est-ce qu'il y a? Si ça pose un problème à quelqu'un, qui vienne m'en parler. C'est ce côté en fait qui manque. Ouais, hyper intéressant. Mais, si tu avais un conseil, vas-y. Mais j'avoue, tu vois que moi évidemment j'étais très très petite fille, très voilà, je vais faire des études, j'aurai mes diplômes, je ferai des trucs. Et comme mon destin a explosé en vol, puisque je suis arrivée à 25 ans, ça faisait 10 ans que j'étais sur mon canapé à avoir ces problèmes de vertige, de névralgie, de douleurs chroniques, etc. Bah en fait j'étais plus rien ni personne aux yeux de la société et à mes yeux. Et donc la chance que j'ai eue finalement, que mes clientes n'ont pas, c'est qu'à travers cette comment dire, cette aventure au milieu des ténèbres où vraiment j'étais désespérée, je me voyais nulle, vraiment j'avais l'impression que je ne servais à rien dans ce monde, bah, je me suis dit en fait foutu pour foutu, autant que je prenne moi-même, que je m'autorise moi-même parce que sinon je suis foutue, tu vois. Donc je suis tellement allée à un extrême que je me suis dit de toute façon j'ai pas le choix, je vais devoir faire ma place envers et contre tout parce que c'est une question de survie. Et c'est comme ça, c'est dans cette énergie de survie, de toute façon, j'ai pas le choix. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, ben, de toute façon, j'ai pas d'autre choix de le faire, que j'ai réussi à surmonter cette difficulté.
Maintenant, quand t'en es pas au point mort, bah, tu peux dire oui, mais en même temps, c'est pas si mal que ça. Bon, en même temps, j'ai un salaire. Bon, en même temps, c'est quand même un CDI. Hein, bon, je vais pas me plaindre non plus. Mais t'es pas bien. T'es pas Mhm. épanoui, t'es frustré, mais d'un côté, c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas le choix. Donc j'ai tout pété. Mais quand t'es entre deux, ben, tu restes tiède. Mhm. C'est intéressant. C'est intéressant parce que des personnes qui sont dans ta situation, moi de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême j'abandonne, ou il y a l'extrême bah, foutu pour foutu, t'as tenté un truc, je suis un malentendu, de toute façon ça peut que être mieux. Hein. Mais ça demande quand même de la force mentale, tu vois, de pas juste tomber dans l'apathie et de dire bon bah ça restera comme ça, tant pis quoi. Ouais, moi je crois que j'ai vraiment refusé d'avoir une vie décevante. Tu Hmm. vois, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est ça ma vie là? Ça fait des années que je suis malade, je suis coupée du monde, je fais que regarder la télé toute la journée. C'est pourri. Enfin, je veux dire, moi, ça m'emballe pas, quoi. J'ai pas envie de passer les 60 prochaines années à être déçue de mon quotidien et de me dire qu'en plus c'est long, quoi, c'est chiant. Enfin, non, c'est pas possible. Tu vois, j'ai vraiment refusé ça. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai l'habitude de souffrir physiquement pour une problème de santé et psychologiquement parce que tu es au fond du gouffre. Donc je me suis dit, quitte à souffrir, autant souffrir en essayant de me libérer et d'être épanouie, quoi. Parce que souffrir pour être à la maison et creuser son trou, il y a rien hein, à la clé. Là, quitte à souffrir, autant essayer de décrocher quelque chose, quoi. J'ai rien à dire de plus que bravo, parce que je peux rien dire d'intelligent après ça sinon. J'ai encore deux petites questions pour toi. Mm. La première, c'est si tu avais un conseil à donner à une personne qui nous écoute et qui serait dans ta situation, dans celle dans laquelle tu as été, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Quoi qu'il arrive, de croire en elle. Si elle n'arrive pas à croire en elle, croire au processus. Hmm. Parce que c'est sûr que on se dit voilà, il faut que tu crois en toi, mais la réalité du terrain, de la vie, c'est qu'il y a des jours où non, tu te dis bah en fait je suis nulle, en fait moi j'y arriverai pas et tu doutes et c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Donc c'est de se dire si j'arrive pas à croire en moi, ben je vais croire au processus, je vais croire à la stratégie, je vais écouter ceux qui ont fait les choses avant moi, je vais essayer de suivre ce qu'ils me racontent et puis en attendant que je retrouve la foi, je continue de travailler et sur un effet cumulé, sur l'accumulation d'expériences, de voilà, on comprend les choses, on comprend mieux, on évolue. Ben cette confiance en soi, elle fluctue et donc à des moments on a moins confiance en nous, mais on continue et puis elle remonte et finalement on se dit bah ouais finalement même si ça fait ça descend, ça monte, finalement de loin ça fait que monter. Donc quand on n'arrive pas à croire en soi, c'est croire au processus, à la stratégie, faire confiance à ceux qui nous entourent. Et moi, je suis extrêmement reconnaissante, je le dis au passage, mais voilà, des personnes comme toi qui partagent tous les jours, Alex, même Florian, qui m'accompagne depuis des années, euh, c'est tellement riche. Je veux dire, du coup, tu as des gens qui ont des compétences que toi, t'as pas, ils te partagent des choses. Et toi, si tu as juste cette envie d'avancer, bah, tu prends, et petit à petit, ça fait son chemin et c'est énorme. Donc, vraiment aussi de se dire, ben, avoir l'humilité de se dire, je connais pas tout, ce domaine, il est extrêmement vaste et en même temps, tout est dans le détail. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi. Donc, c'est de se dire, OK, il va falloir que je bouffe du contenu, il va falloir que je progresse, que j'apprenne, je vais me casser les dents, je vais transpirer. Mais encore une fois, quitte à souffrir, autant souffrir pour une cause et autant aller décrocher son épanouissement et son bonheur. Et finalement, c'est une vraie richesse d'avoir accès à tout ça. Donc, si on veut le faire, bah, je pense qu'il faut y aller à fond et se dire que voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ça prendra peut-être plus de temps et alors, on s'en fout. Ben écoute, j'allais te demander quel conseil tu donnerais au toi de 15 ans, mais je pense que tu as répondu. Oh, pardon? À qui? J'allais à toi que quand tu avais 15 Ah, ans, ah, mais je pense que ouais. finalement c'est la même réponse que tu aurais envie de donner, j'ai l'impression. C'est vrai, parfois, tu sais, je fais des méditations, tu débloques des trucs, tu comprends des trucs, tu pars un peu dans des sphères. Et, euh, et une fois, je me suis dit, vas-y, je me dirais quoi là? Je me revoyais, tu vois. Et je me disais, bah, je me dirais juste crois. En fait, arrête de te torturer, juste vas-y, en fait. Ah, tu Hmm. vois, c'est vraiment le côté où on se torture, oh là là, mais ça prend tellement d'énergie et de temps de se torturer. C'est juste, même si c'est pas simple, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Juste vas-y, fais confiance, aie confiance en l'avenir et fais confiance, quoi. Vas-y, ça va le faire. Certes, ça a pris du temps, mais ça marche. C'est un très bon mot de la fin, je trouve. Charline, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi? Eh bien, sur YouTube, j'ai envie de dire. Surtout sur YouTube, avec beaucoup de vidéos. Et puis LinkedIn aussi, j'aime beaucoup LinkedIn. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour l'authenticité de ton partage. Et bah pour tous ceux qui nous ont écoutés, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.